Fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de tout ce qui était blockchain, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment, puis on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de parler avec vous cette fois-là sur l'intelligence artificielle. On va essayer de vraiment comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment, pourquoi finalement c'est aussi critiqué, quel est vraiment l'usage et surtout les limites de cette intelligence artificielle. Si on commence par vraiment le basique, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, il y a beaucoup de définitions de l'intelligence artificielle. Moi, je me rapporte à celle d'Alan Turing, qui, je pense, a vraiment défini le concept d'intelligence artificielle. Alors, Alan Turing, en 1936, a écrit un article où il a inventé, où il a présenté le modèle d'ordinateur d'aujourd'hui. D'accord, le modèle d'ordinateur d'aujourd'hui a été imaginé, dessiné par Alan Turing, ce qu'on appelle la machine de Turing. Et puis, quelques années plus tard, 1950, il s'est posé la question, est-ce que la machine que je viens d'inventer, qui vient d'inventer, est-ce qu'elle peut penser ? Et là, il a défini ce que c'est que l'intelligence artificielle comme étant la capacité d'une machine à résoudre un problème que seuls les humains pensaient résoudre. Donc il a fait ce qu'on appelle le test de Turing, et quand la machine fait quelque chose et on se dit, tiens, ça c'est quelque chose, on pensait que la machine ne pouvait pas faire, on dit, tiens, elle est intelligente. Donc l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à résoudre un problème, alors souvent c'est des problèmes de calcul, des problèmes mathématiques, qu'on pensait réservés à l'humain. Est-ce que vraiment les humains ne peuvent pas aujourd'hui résoudre ces problèmes-là? Alors, les humains peuvent les résoudre. C'est surtout la machine qui résout des problèmes qu'on pensait réservés à l'humain. Alors, je vous donne un exemple. Il y a très très loin dans l'histoire, on pensait que seuls les humains pouvaient faire des additions. Et puis, une machine est arrivée qui a fait des additions, la calculette. Pareil pour la multiplication. Et on a dit c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'était des problèmes que l'on pensait réservés à l'humain que la machine a réussi à résoudre. Et à travers l'histoire, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, du coup, ça fait longtemps que l'intelligence artificielle existe? Alors, ça, c'est très intéressant. C'est comme si, moi, j'aime bien faire l'analogie avec ce qu'on appelle la musique des jeunes. L'intelligence artificielle, c'est comme la musique des jeunes. C'est-à-dire, à un moment donné, le jazz était la musique des jeunes. Puis il s'est passé de mode. Donc, quand l'intelligence artificielle a permis à des machines de faire de l'addition, on a dit c'est de l'intelligence artificielle. Puis après, on se dit, bah non, l'effet de surprise est passé. Et donc, on n'a plus appelé ça de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme une mode. Et puis, le rock'n'roll est arrivé dans la musique. On s'est dit, ça, c'est de la musique des jeunes. Le jazz, ce n'est plus de la musique des jeunes. Donc, la définition change au cours du temps de ce que c'est l'intelligence artificielle, parce que l'effet de surprise passe aujourd'hui. ChatGPT, alors ça, on dit c'est de l'intelligence artificielle. Dans 10 ans, on dirait, ah ben non, c'est pas du tout intelligent. ChatGPT, c'est complètement idiot. C'est comme une addition. Donc, le concept va changer. Ce qui reste, c'est des algorithmes, c'est-à-dire des programmes écrits par des humains et des machines. Ça reste. Intelligence artificielle ou pas, ça passe. C'est comme si on disait la batterie, la guitare, le violon, ça reste. Ce qui est la musique des jeunes change au cours du temps. D'accord. ChatGPT, on y reviendra bien évidemment par la suite. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle est utilisée au quotidien ? C'est une bonne question parce que, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, quand par exemple des médecins vont utiliser des ordinateurs pour les aider à diagnostiquer un cancer de la peau, on peut dire qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais même plus si aujourd'hui c'est considéré comme de l'intelligence artificielle que d'aller voir une radio, puis d'aller la comparer à plein d'autres photos et de dire qu'il y a une forte probabilité d'avoir un cancer de la peau, etc. Mais là, c'est une application concrète de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on a peut-être appelé il n'y a pas très longtemps, l'intelligence artificielle. Donc médecine, c'est clairement un exemple. L'autre exemple, c'est quand on vous recommande un restaurant ou une destination de vacances, etc. D'aucuns appelleront ça de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des techniques assez récentes qui permettent d'aller voir ce que vous avez dit la veille, ce que quelqu'un qui vous ressemble a dit l'avant-veille, puis de faire des correspondances et de vous proposer votre prochaine destination de vacances. Et là, il y a l'effet de surprise. Vous vous dites, mais comment il a su comment l'ordinateur a su que j'aimais le surf, que j'aimais le soleil, que j'aimais ceci, que j'aimais cela? On est surpris. On se dit, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, si aujourd'hui on devait faire une limite ou refaire une définition de l'intelligence artificielle pour faire la différence, comment est-ce qu'on pourrait définir tout ça? Encore une fois, c'est ce qui nous surprend. Dès que l'effet de surprise est passé, ça y est, ça rentre dans le commun, puis on dit, oh non, c'est juste l'informatique. C'est comme si l'informatique, quand elle nous surprend, ou le numérique, quand il nous surprend, on l'affuble du titre d'intelligent. Donc c'est comme quand un gamin nous sort une équation, puis on se dit, ah ouais, il est super intelligent, il a sorti un truc. Mais si on est très bon en maths, on va pas trouver ça très intelligent, ou le lendemain, on va pas trouver ça très intelligent. Donc en fait, c'est... Ok.
On va garder cette définition-là, ça nous va. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, ça en est où? Que les dernières news, on va dire. Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, et c'est là où se passent les grosses avancées. Donc, il y a des conférences alors on appelle ça intelligence artificielle, mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent à des algorithmes d'apprendre en utilisant les données qu'on leur donne. Donc ce domaine-là avance extrêmement vite. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine, etc., dans le laboratoire de recherche. Donc ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine. Dans le monde des entreprises, etc., il y a malheureusement, les ponts sont parfois cassés. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes idées dans les laboratoires qui n'arrivent pas encore dans le monde des entreprises, dans les hôpitaux, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont arrivées, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la médecine, dans les systèmes de recommandation, dans des applications comme ça, un peu sur la conduite assistée. On n'est pas encore arrivé à là où voulaient arriver certains géants de l'informatique, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'être utilisées dans le monde industriel, même si le gap est encore grand avec ce qui se passe dans les labos de recherche. Est-ce que vous auriez un exemple de dernières recherches qui sont faites peut-être dans les labos de l'EPFL ? Alors, l'une des préoccupations qu'on a, et on va peut-être revenir à ça, c'est comment faire en sorte que l'intelligence artificielle, alors j'utilise moi-même le mot parce que c'est vendeur, comment faire en sorte que les ordinateurs ne nous racontent pas n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est stupéfait parfois par ce que nous dit notre ordinateur, et souvent on se dit, mais c'est vrai, c'est juste. Mais parfois, on ne sait pas distinguer le vrai du faux. On ne sait pas distinguer, est-ce que ce qu'il vient de me dire, c'est vraiment n'importe quoi? Est-ce que les données qu'il a utilisées, il les a bien utilisées, etc. Donc, on n'a aucune notion de véracité de l'information. Et parmi les travaux que l'on mène à l'EPFL, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux informations qui nous sont données par ce qu'on va appeler un algorithme d'intelligence artificielle? Par exemple, s'il dit il y a une probabilité de cancer, est-ce qu'on peut dire, mais d'où est-ce que tu sors ça? Un médecin peut nous dire je sais ça parce que ça me fait penser à tel grain de beauté que j'ai vu sur tel malade. Il peut nous expliquer l'historique. Aujourd'hui, les systèmes informatiques, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, sont souvent incapables de nous dire pourquoi ils ont dit ça. Et c'est dangereux parce que si on doit opérer une personne, ça peut avoir des actes. Donc les travaux que l'on mène vont dans le sens d'essayer de, quelque part, vérifier l'information produite par ces systèmes de recommandation, ces IA, comme on dit. Pour l'aspect médical, bien évidemment, ça fait sens, mais dans tout ce qui est recherche d'informations et toutes ces choses-là, aujourd'hui, on va tous sur les moteurs de recherche et on utilise l'information qu'on a sans vraiment se poser la question de la véracité. Pourquoi, finalement, avec l'intelligence artificielle, ça dérange ? Et ce qu'on en fait au quotidien sur les réseaux et sur les autres utilisations, ça dérange moins? Alors, ça devrait déranger. Oui. Vous dites ça dérange moins, mais ça devrait déranger. Je pense qu'on est en train d'arriver à une espèce de surabondance de l'information, et en particulier de l'information fausse, qui met en péril nos démocraties. Je veux dire, les dernières élections aux États-Unis ou ailleurs dans le monde ont été très, très malmenées par les fausses informations. Et souvent, ces informations, c'était ce qu'on peut appeler des IA qui les ont produites. C'est-à-dire, on est allé chercher, puis le système Google utilise des espèces de correspondances entre informations qu'on peut parfois appeler de l'IA, qui sont basées à la base sur des sources fausses. Donc, quelqu'un va mettre dans le système des informations fausses qui vont vous être proposées. Vous allez sur YouTube, vous allez voir des vidéos proposées, etc. Et ça, c'est très dangereux. Donc, je ne dirais pas que comme on ne s'en soucie pas dans les réseaux sociaux, il ne faut pas s'en soucier dans l'IA. Plus exactement, je dirais il faut s'en soucier dans les réseaux sociaux. Et peut-être que l'informatique pourrait nous aider. Aujourd'hui, elle est presque coupable de disséminer de fausses informations. Mais peut-être que dans l'avenir, on pourrait utiliser ça pour aller combattre les fausses informations. On y reviendra peut-être. Combattre, je pense que c'est le bon terme. Une fois de plus, comme on avait vu avec la blockchain, pourquoi est-ce que c'est que récemment que ça vient sur le devant de la scène, cette problématique et tout cet aspect de l'intelligence artificielle, vu que ça existe depuis un moment? Alors, il y a eu parfois on parle d'hiver, d'été, de printemps, d'intelligence artificielle ou de l'informatique de manière générale. Par exemple, le jeu d'échecs, quand la première machine a battu Garry Kasparov au jeu d'échecs, c'était considéré comme un exploit extraordinaire. On s'est dit c'était impossible, on appelait ça de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parlerait sûrement pas d'intelligence artificielle si votre téléphone a un programme d'échecs qui peut battre tout le monde. Donc il y a eu des moments comme ça, vous avez raison, il y a eu le jeu de Go, etc. Mais pourquoi aujourd'hui ça s'accélère? En fait, je dirais plus c'est un phénomène d'accélération parce qu'on dispose
à la fois des algorithmes d'apprentissage qui apprennent tout seuls et on dispose des capacités de calcul extraordinaires qui permettent d'aller, par exemple, utiliser toutes les informations du web comme le fait ChatGPT jusqu'à 2021. Ça, on ne pouvait pas faire il y a encore 10 ans. Donc aujourd'hui, on a des systèmes informatiques très puissants, des travaux, des parallélisations de processeurs, des techniques de parallélisation de processeurs qui nous permettent de traiter un grand nombre d'informations et du coup de nous épater et de nous faire dire c'est de l'intelligence artificielle parce qu'on a des prouesses. De manière générale, quelles seraient les forces et les faiblesses de cette intelligence artificielle? Alors les faiblesses, c'est que c'est pas fiable. D'accord. La force, c'est que ça va très très vite, beaucoup plus vite que l'humain. Donc la force, c'est que, par exemple, j'ai pris l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, si vous avez un grain de beauté qui vous semble pas très joli, si vous avez le moyen de le prendre en photo et de l'envoyer au bon centre de données dans le monde, vous avez beaucoup plus d'une information quelque part bien meilleure, de bien meilleure qualité que les meilleurs dermatos du monde. Donc d'un côté, elle n'est pas fiable, mais de l'autre, parfois, donc je dis bien parfois, elle est capable de prouesses juste extraordinaires. Donc la force et la faiblesse se rejoignent. Vous avez des systèmes informatiques qui sont épatants parce qu'ils vous donnent des informations extraordinaires qui sont parfois très très utiles, mais ça sonne tellement vrai que vous avez envie de leur faire confiance, mais quand c'est faux, c'est très grave parce que ça va vite, on ne vérifie pas, etc., etc. Donc force et faiblesse se rejoignent, mais encore une fois, comme on essaie de résoudre des problèmes que les humains pensaient être les seuls à résoudre, ça nous fait quelque part penser que c'est quelque chose de très puissant, on lui fait confiance, il me dit tel restaurant est extraordinaire, je vais faire une confiance aveugle au système et peut me dire forcément ça va être bien, etc. Et quand on est déçu, on est vraiment très déçu parce qu'on se dit mais c'est quand même dingue que cet ordinateur, l'intelligence artificielle m'a recommandé quelque chose de faux. Et pourtant, c'est pas si étonnant que ça quand on connaît un peu les rouages sous-jacents à ces systèmes. Donc force et faiblesse, c'est puissant, pas toujours fiable, mais ça a l'air fiable. Mais pourquoi finalement c'est pas fiable? Parce que c'est trop tôt